Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant, un tambour battant consacré à Milan Kundera, l'homme roman. Un tambour battant un peu particulier aujourd'hui puisqu'il se fera sans Antoine Spire, qui est hospitalisé, qui a été hospitalisé d'urgence et on l'a appris il y a juste quelques jours, on en est tous très affectés. Mais il souhaite absolument que l'émission se fasse et dont acte. Moi, je produis cette émission depuis 13 ans avec lui. J'en ai co-animé une bonne centaine. Antoine est le cœur de cette émission, il en est même l'âme, et donc on n'attend qu'une chose, évidemment, c'est son retour au plus vite sur ce plateau. Voilà, donc mon premier invité donc pour cette émission hommage à Milan Kundera, l'homme roman, c'est Norbert Czarny. Et donc vous avez un parcours d'enseignant en lettres, dans le secondaire, mais aussi à l'université, à Paris-Nanterre, d'écrivain, de critique littéraire, notamment à la Quinzaine littéraire, à la revue en ligne aussi, en attendant Nado, ou à la revue pédagogique et littéraire, l'École des lettres. Vous êtes l'auteur d'un récit, Les Valises, publié en 89 chez Lieu commun, qui vous a d'ailleurs valu un prix, le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française, et de plusieurs postfaces de classiques, dont celle de Jacques le Fataliste, œuvre qu'aimait beaucoup Kundera, du Rouge et le Noir, ou du Père Goriot, paru dans la collection L'École des lettres, au Seuil. Votre dernier livre, publié au début de cette année, chez Arléa, s'intitule Main, fil, ciseaux, et on le verra sur le présentoir. Voilà. Rappelons brièvement que Milan Kundera est né en 1929 à Brno, en Tchécoslovaquie, ce qui veut dire qu'il est originaire de Moravie et non pas de Bohême. Ça, c'est bien de le rappeler. Exilé en France en 1975, après avoir été censuré, exclu du Parti communiste tchécoslovaque. En 1979, il faut le rappeler, il est déchu de sa nationalité tchèque, qui lui sera restituée en 2019 seulement. Et il obtiendra la nationalité, comme on sait, française, le 1er juillet 1981, sous la présidence de François Mitterrand. Alors, on le sait, Milan Kundera a écrit ses premiers livres en tchèque. Il usera exclusivement du français à partir de 1993, je crois. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Médicis étranger, pour La vie est ailleurs, le prix Jérusalem en 1985, le prix Aujourd'hui pour Les Testaments trahis, le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, et le prix mondial Sinoul del Duca en 2009, et enfin le prix de la BNF en 2013. Son œuvre, on le voit, a été largement célébrée. Il est considéré comme un grand. Son œuvre, elle est aujourd'hui aussi traduite dans quasiment 40 langues, je crois, ce qui est évidemment considérable. Alors, juste avant d'entamer notre discussion, vous me parlez de ce livre qui vient vraiment de sortir, un livre de Milan Kundera, paru donc chez Gallimard, collection Le Débat, 89 mots, suivi de Prague, poème qui disparaît. Alors, ce livre vient de paraître, c'est un petit peu Les Testaments trahis, donc, pour reprendre un titre de Kundera. Tout à fait, puisqu'il a voulu que son œuvre, mot écrit au singulier, soit entièrement sous son contrôle, en Pléiade. Et oui. Il n'aimait pas du tout que des textes paraissent en dehors de son regard ou de son contrôle. On sait qu'effectivement, pour l'édition en Pléiade, il a été extrêmement vétilleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, puisqu'il n'y a pas de biographie de Milan Kundera, il y a une biographie de l'œuvre, qui est d'ailleurs très, très intéressante. Et là, ce petit livre-là, donc, qui vient de paraître, paraît post-mortem. Et de là où il est, ça ne doit pas le faire tellement sourire. C'est un peu comme ce qu'a fait Max Brod pour Kafka, que Kafka voulait enfin, c'est la légende, mais sans doute est-elle en partie vraie, voulait qu'on brûle donc ses écrits, et Max Brod, son ami, a trahi son testament en quelque sorte. Oui, mais disons que la trahison de Max Brod était, si je puis dire, pire dans la mesure où il a transformé Kafka en une sorte de saint, et comme on le lit dans les Testaments trahis, c'est seulement... il n'y avait que très très peu d'occurrences au roman de Kafka. Oui. Il parlait surtout du message spirituel, bon. Oui, il avait une vision de son ami qui était... La vision de Kafka, effectivement, qu'on pouvait avoir. Kafka, qui est, il faut le rappeler, on le dira d'ailleurs au cours de cette émission, un des auteurs vraiment forts pour Milan Kundera, ses sources les plus essentielles. Alors vous-même, vous avez été l'étudiant de Milan Kundera à l'École des hautes études en sciences sociales, où il a professé pendant de nombreuses années. Et vous le décrivez comme courtois, pudique,
drôle, d'une intelligence et d'une rigueur impressionnantes, ça n'est pas étonnant. Connaissant Kundera, vous savez à quel point il était rétif donc à trop de mise en scène, à la lumière médiatique, mais est-ce que c'est aussi simple? Il avait le goût du sucré, dites-vous, mais pensait-il comme un Flaubert vraiment un peu radical que l'œuvre est tout quand l'homme n'est rien? À ce point-là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Ça serait difficile de vous répondre, et notamment à sa place. Mais c'est quand même quelque chose de très très fort chez lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, je crois que c'est dans l'art du roman, il dit son désir de parfait anonymat. C'est-à-dire que si on pouvait publier tous les textes sans que le nom d'auteur apparaisse, ça serait mieux. Ouais. Et sans commentaire. Et sans commentaire, oui, 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 oui. Cela dit, il n'en avait pas tant après les commentateurs, puisque là, dans les Testaments trahis, par exemple, il reconnaît certains mérites à la critique littéraire. Et il faut dire que... Mais une vraie critique littéraire. Une vraie, c'est-à-dire une critique littéraire qui prend le temps d'étudier l'œuvre. Ça n'est pas pour lui lancer des fleurs, mais Guy Scarpetta, tout à l'heure, parlera de Kundera tel que lui l'a lu. Oui. Et il est vrai que dans ses livres, les études qu'il fait de certains textes de Kundera sont approfondies, sont riches, sont... comment dire? Elles nous apportent quelque chose. Donc, voilà, je crois que ce que Kundera déplorait ou regrettait, c'est la vitesse, la rapidité avec laquelle on va employer le terme de chef-d'œuvre, de livres fondamental pour des textes qui finalement seront oubliés dans 3 mois, dans 6 mois. C'est ça, qui finalement nous ramène à ce qu'il détestait par-dessus tout, c'est-à-dire le kitsch, cette espèce de lyrisme finalement. Oui, je mettrais... Donc la fausseté. Oui, la fausseté, oui. Oui, la fausseté d'une époque aussi, puis la puissance médiatique. Et puis on le sait, enfin je veux dire, je n'apprends rien à personne, il avait du mal avec les journalistes. Et il appelait les chiens renifleurs. Hein. Oui, et il avait du mal, même quand on lui... je crois qu'il a arrêté de donner des interviews au moment où il a lu une interview qu'il avait donnée et qui avait été complètement transformée par le journaliste. Ça, c'est dans les années 80 ? Je crois, oui, c'est ça. Il s'est insonorisé lui-même quasiment dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été son étudiant au séminaire dans les années 80, je dirais 83, 85 ou 86, j'oublie le détail exact. C'est le moment de la sortie de l'insoutenable légèreté de l'être. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il a renoncé aux entretiens. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Maurice Nadeau sur le plateau d'Apostrophe. Alors voilà, exactement. Et là, il était avec justement un de ces critiques qu'on ne peut pas... Nadeau, effectivement. Et il y avait aussi Simon Leys, si je me souviens bien. Et il y avait un échange entre eux. C'est possible. Simon Leys qui était... Simon Leys, oui, pardon. Oui. Remarquable, mais qui était tout timide, comme un jeune étudiant devant Kundera. Alors, il y a cette phrase tirée des Testaments trahis. « Il saura qu'un homme n'est celui pour qui il se prend, que ce malentendu est général, élémentaire, et qu'il projette sur les gens la douce lueur du comique. » Et donc la douce lueur du comique, comme le dit Kundera, parce que c'est un élément fondamental dans son œuvre, l'humour, l'ironie cinglante, qu'il projette sur ses personnages peut être douce, mais elle peut être aussi cinglante, saignante même, on le voit, son ironie est mordante. Et donc quelle place voyez-vous pour cette ironie dans son œuvre? Elle est centrale. Oui, tout à fait, elle est centrale. Et c'est vraiment la marque... Alors, sans jeu de mots, excusez-moi, mais c'est la marque de l'Europe centrale. Oui. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel l'ironie est une, si on peut dire, une valeur. Beaucoup d'autodérision et d'ironie. Oui. Beaucoup d'autodérision, beaucoup d'ironie, et puis c'est une valeur contre j'emploie le mot de lyrisme, oui, contre la grande illusion politique, et contre justement toutes les façons qu'on a de transformer le monde en espace idyllique. C'est ça, et puis cet esprit de sérieux qui en est le sceau, qui est le sceau de tous les totalitarismes en quelque sorte, dont l'humour est quasiment banni. Tout à fait. Ouais. Et quand on relit, par exemple, dans les Testaments trahis, quand on lit le passage sur sa défense de Salman Rushdie, ça n'est pas simplement une défense de Salman Rushdie comme individu persécuté,
c'est avant tout la défense d'un romancier qui pratique l'humour, qui joue de l'invraisemblable dans la ligne exacte de Rabelais. C'est vrai. Et cet aspect-là, cette dimension-là est pour lui la plus importante. C'est-à-dire qu'il dit que, par exemple, que beaucoup de gens ont signé les pétitions au moment des versets sataniques. Alors on signait, c'est injuste, c'est impossible, etc. Mais quand on questionnait les signataires, très peu d'entre eux avaient lu les versets sataniques en tant que roman, non pas en tant que brûlot, en tant que roman. Donc on prenait des extraits et finalement on allait contre Rushdie, puisqu'on défendait Rushdie dans une dimension, si je puis dire, politique ou côté droit de l'homme, alors que le plus important c'était le texte. Et justement ce que vous disiez, de cette ironie, de cet humour, de ce goût de l'invraisemblable par moments. D'ailleurs, ça renvoie à la plaisanterie. Quand la plaisanterie a été publiée, il y a eu un grand malentendu, on peut peut-être dire un mot, où Kundera dit avoir écrit un roman d'amour qui a été lu comme un roman politique. Donc, ce qui a aggravé évidemment ça, il était furieux. Tout à fait. Ce qui a aggravé ça, évidemment, c'est la fameuse préface de Sartre. De Aragon. Pardon, oui, ça... Sartre, parce que je pensais à Sartre parce qu'on va y venir sans doute pour voir un petit peu les rapports qu'il avait avec lui, mais avec d'Aragon, bien entendu, Aragon qui disait évidemment tout le bien qu'il pensait du livre, mais qui le politisait en quelque sorte et qui le voyait sous le versant idéologique. Et là, Kundera en a été finalement furieux. Pour lui, c'était une mésinterprétation totale. Alors, je ne sais pas si c'est la préface d'Aragon qui l'a le plus gêné. Je crois que c'est une sorte de lecture globale qui est tout de suite fausse. C'est-à-dire que Milan Kundera est tchèque, ou tchécoslovaque à l'époque. Milan Kundera vit dans un système communiste. Le système communiste est un système totalitaire. Donc, Milan Kundera est un dissident. Si vous voulez, c'était ça un peu le raisonnement. C'est ça. Et il y a deux choses à ajouter. Je dirais que la première chose, c'est aussi que la traduction avait complètement transformé le texte. Et ça lui était insupportable, parce qu'on avait transformé son texte en un texte baroque, lyrique. Oui, alors il a eu une réaction par la suite, très vive, en changeant. Et quand on a lu La plaisanterie, on a fait le lien avec Solzhenitsyn. Alors, il n'avait rien contre Solzhenitsyn en soi. C'était l'époque. C'était l'époque. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a considéré comme un dissident. Or, il n'était pas un dissident. Non, il récusait ce terme, absolument. Tout à fait. Il ne l'était pas. Et donc, parce qu'il faut rappeler quand même que Kundera, évidemment, a embrassé le communisme à ses débuts. Il fait partie des jeunesses communistes, comme son père, Ludwig, qui était, rappelons-le, un grand pianiste, un compositeur, un musicologue, disciple du grand Janáček, qui a toujours aimé d'ailleurs Kundera. Il écoutait toujours du Janáček, du Smetana à la fin de sa vie. Il a lui-même été initié au piano. C'était un excellent pianiste, mais qui un jour a arrêté de jouer. Je l'entends dire... répondre à la question « jouez-vous toujours ?» Non, j'ai complètement arrêté, ce qui est peut-être un peu dommage. Cela dit, la musique est toujours présente dans ses livres. Il le dit, alors là je me permets de le citer, « Si je me souviens de moi-même jeune, je ne ressens aucun enthousiasme, aucune nostalgie lyrique, je me dis plutôt, ce crétin que j'étais, je ne devrais pas le voir, je ne vis pas en paix avec celui que je fus à l'âge de 20 ans. » J'ai l'impression d'avoir été un imbécile absolu à tout point de vue, et de là vient probablement mon attitude suspicieuse à l'égard de la jeunesse. Donc là, la sentence tombe. Tout à fait, tout à fait. Il a fait partie de ce qu'il appelle aussi le cortège ou la grande marche. Oui. Il a célébré le 1er mai, il a défilé, et ce sont des éléments qu'on va retrouver dans ses romans, mais bien évidemment pas de manière autobiographique, de manière assez détournée à travers les personnages, puisqu'on sait que c'est toujours à travers les personnages qu'il, entre guillemets, se montre. Ça, c'est en effet quelque chose qui est très très important pour lui, parce que là aussi, derrière le sourire ou les rires ou les chants de cette grande marche et de ces cortèges du 1er mai, il y a du sang sur les murs. Bien sûr. Et je pense en particulier à ce qu'il écrit dans le livre du rire et de l'oubli d'Éluard. C'est-à-dire que, et je crois même qu'il nous l'avait dit dans le séminaire, il avait de très très fortes réticences à l'égard d'Éluard. Il avait raison. Et il avait raison. Et
Éluard a commis, quand même, y compris un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, un film vraiment très stalinien, Oui. et au texte, enfin, au sous-texte insupportable. Alors, si je puis me permettre une petite nuance de professeur, puisque j'ai été professeur de collège, comme vous l'avez dit, pendant très longtemps. J'avais donc des classes de 3e dans lesquelles on travaillait sur la poésie de la guerre et de la résistance. Je donnais toujours le même poème à étudier à mes élèves, c'est « Comprenne qui voudra ». Oui. Parce que c'est l'autre Éluard, si vous voulez. Ça ne m'empêche pas d'aimer le Éluard poète à bien des égards. Mais... Voilà. Mais en effet, il y a le stalinien effrayant, il n'y a pas d'autre adjectif. Oui, effrayant. Et il y a le Éluard de Comprenne qui voudra, qui se place du côté des victimes, enfin les femmes tondues. Et ce poème, je le donnais toujours à lire à mes élèves parce que je voulais sauver quelque chose de cet homme-là. C'est vrai. Et donc, communiste, donc il a été, on le sait, nous étions envoûtés par l'histoire, dit-il. Hein. En 1948, donc le Parti communiste prend le pouvoir. Et c'est le lendemain qui chante, évidemment, et qui déchante rapidement. Il le dit, il a été exalté par la Révolution. Et ensuite, eh bien, petit à petit, les choses se feront. Il sera exclu du parti. Il deviendra un ennemi du peuple, en quelque sorte, hein, considéré vraiment. Lorsqu'il sera étudiant en cinéma, et ensuite donc à l'école de Prague. Et ensuite, il deviendra maître de conférence à cette même école, et il en sera exclu. Mais bon, il y a des témoignages d'ailleurs d'élèves qui un jour arrivent à l'école et apprennent que tout le monde a été viré, que l'école a été normalisée, qu'on en revient au réalisme socialiste, et que Milan Kundera en est parti. Alors, il y a chez Kundera toujours cette ironie cinglante sur les choses, notamment sur les choses de l'amour, hein, ce jeu truqué qui fait passer le provisoire pour l'éternel, et l'amour est omniprésent dans ses livres, mais toujours avec cette distance ironique qui est parfois, qui peut dérouter certains, mais qui est tout à fait exaltante pour beaucoup d'autres. Oui, alors ça, c'est un des plans sur lequel, je vous l'avoue, j'ai plus de difficultés. Oui. Parce qu'il pousse très très loin l'art du paradoxe. Oui. Il pousse très très loin la réflexion. Je comprends globalement, il ne faut pas exagérer, mais disons que ça n'est pas mon Kundera préféré, si je puis dire. Vous savez, quand on lit un auteur, quel qu'il soit, on a ses lectures, on a ses lignes. Bien sûr. Et quel est votre Kundera préféré, alors, justement? Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes. Alors, puisque quand même l'émission porte sur le romancier, c'est l'auteur de La vie est ailleurs. Oui. C'est aussi en grande partie l'auteur de L'insoutenable légèreté de l'être. C'est l'auteur de Risibles amours. Mais c'est aussi l'auteur de L'art du roman, parce que pour moi, c'est un livre fondamental, essentiel. C'est-à-dire que si je devais établir les programmes des lycées, des classes de première ou de terminale, ou des classes de préparatoires, ça serait lecture obligatoire. Je ne sais pas si ça serait lui rendre un service d'ailleurs, parce que lecture obligatoire, non, c'est un grand mot. Mais c'est quand même cette dimension-là, parce que je pense que là, il a fait, il a apporté à notre connaissance du roman et à notre vision du roman, il a apporté des notions, enfin des idées fondamentales. Et donc le titre de cette émission le dit bien, même si l'art du roman est un essai, hein, mais il dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est un éloge du roman en tant que genre majeur, et on en parlera peut-être avec Scarpetta sans doute d'ailleurs, et notre autre invité, Martine Boyer-Weinman. Le roman est pour lui vraiment une manière de... Il l'a renouvelé, hein, l'art du roman, il a renouvelé la forme du roman, et ça on en parlera tout à l'heure, mais le titre de cette émission le dit bien. Kundera est romancier. Hein, ce mot seul définit Kundera, qui l'oppose à celui d'écrivain. Donc Kundera se voulait romancier et moins écrivain finalement. Oui, tout à fait. Alors ça, il en parle dans l'art du roman, je crois que c'est dans les mots, oui. Dans une partie sur les mots. Et ce qu'il explique, c'est que l'écrivain utilise le roman comme d'autres supports possibles, ouais. Comme d'autres genres possibles, pour exprimer des idées. Alors que le romancier s'inscrit plutôt dans l'histoire du roman et voilà, l'armature majeure de son œuvre. Voilà, ce qui n'exclut pas la réflexion, bien au contraire. C'est ce que j'ai dit il y a un instant. Je veux dire que dans tous les romans de Kundera, il y a une part réflexive très importante. Peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs. Plus qu'ailleurs.
mais il n'y a pas une visée comme dans l'écriture. Par exemple, si on prend quelqu'un qui est tout à fait... Enfin, si on prend Camus, par exemple, il y a une idée, et donc on suit d'une certaine manière une idée. Alors que dans le roman, il y a des personnages qui sont ce qu'il appelle les égos expérimentaux, et avant tout, c'est un monde dans lequel le jugement est suspendu. Et donc, quand vous lisez un roman de Kundera, de même que quand vous lisez Jacques le Fataliste, votre jugement est suspendu, vous n'êtes pas tenu d'être en accord avec un personnage. Vous pouvez voir toutes les contradictions, la complexité des situations que chacun vit. Vous parlez d'ailleurs de la sagesse existentielle du roman. Tout à fait. Qui permet de prendre cette distance et d'exprimer le plus fort de ce qu'on en a exprimé à travers le roman. Je vous cite encore, d'un côté Camus ou Malraux, hein, de l'autre Flaubert ou Faulkner. Kundera n'a de compte à rendre qu'à Cervantes, qui est pour lui le romancier absolu. Le roman est exploration de part inconnue de l'humain, il est suspension du jugement, on vient de le dire. C'est l'époquée des anciens, des pyrrhoniens, des sceptiques. Il est l'absence de certitude, il est ironie. Donc c'est vraiment le genre majeur, le genre absolu. Tout à fait. Alors là, je paraphrase simplement. Je veux dire, je reprends les termes de Kundera. Il est possible que ça soit aussi ce que j'avais repris dans mon article En attendant Nado. Oui. Donc c'est des propos de Kundera, c'est des citations de Kundera que j'ai un peu reprises. Je crois que là aussi j'ai un souvenir du séminaire. Je crois que parmi les auteurs qu'il aimait le moins, il y avait George Orwell. Parce que oui, je l'ai entendu effectivement dire pas que du bien d'Orwell. Voilà. Ouais. Et un autre souvenir, mais là c'est à nuancer, c'est qu'une année il nous avait demandé de lire Les Possédés. Bon, ce qui n'est pas rien. Et il nous avait demandé ça au mois de mai ou juin pour le séminaire qui allait suivre l'année suivante. Et il avait bien pris soin de dire qu'il préférait nettement Tolstoï. Donc, si vous voulez, ce n'était pas très, très engageant. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, après je pense qu'il aimait Dostoïevski aussi, mais, oui, tout à fait. Quand on connaît Kundera, imaginer qu'il n'aime pas Dostoïevski, ça paraît impossible. Oui, oui. On va nuancer, on va dire qu'il aimait moins Dostoïevski que Tolstoï. Et dans Les Testaments trahis, il explique que justement l'art de la composition, je crois qu'il oppose le terme d'improvisation et de composition, la première mi-temps du roman, c'est-à-dire le roman en gros jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour lui c'est la période de l'improvisation. Oui. C'est Sterne, c'est bien évidemment avant Cervantes, c'est Rabelais, et puis la deuxième mi-temps du roman, c'est à partir de Balzac et de Walter Scott. Voilà, absolument, ça il le dit, il y a Fielding, Richardson aussi, les grands Anglais. Ouais. Voilà, les grands Anglais, c'est avant. Ouais. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'improvisation. Et puis après, on est du côté de la composition. Et l'exemple qu'il donne, c'est celui de Dostoïevski, qui travaille très longuement ses constructions romanesques. Donc, Kundera devait aimer quand même. Ouais. Mais il se situait plus du côté de Tolstoï. Et donc, il y a chez lui ce grand roman de la Mythologie Europa auquel il est attaché une grande importance. Oui. On pense à Kafka, à Bloch, à Musil, à Gombrowicz, etc. Quel rôle ont pu jouer ces grands auteurs, ces grands écrivains pour lui? Alors, je vous reprends sur un mot, Mythologie Europa, oui. Puisque c'était la première distinction qu'il faisait. Il parlait d'Europe centrale. Voilà, parce que ça, c'est un mot allemand en plus. Tout à fait. Donc lui, il ne voulait pas qu'il y ait de connotation germanique. Voilà. Donc il n'était pas germanophobe, pas du tout, mais c'est simplement que pour lui, le terme d'Europe centrale convenait mieux. Alors ce qu'il dit, c'est par exemple que d'abord, l'Europe centrale, avant d'être le lieu du roman, avant d'être le lieu de Bloch, de Musil, de Kafka, de Hašek et de Gombrowicz, oui. A été le lieu de la musique. C'était je veux dire que le moteur, si je puis dire, de l'art en Europe centrale, c'était la musique. Ouais. Et Dieu sait si Kundera était sensible à la musique. Tout à fait. Et puis, le deuxième point très très important, c'est qu'il ne voulait pas enfermer ces auteurs-là dans le contexte seulement centre-européen. Il considérait qu'il fallait les prendre dans le contexte mondial. Oui, ça c'est très important. Et par exemple, je vais donner deux exemples. Dans le cas de Bloch,
la comparaison qu'il faisait, ça n'était pas avec ses contemporains, c'était avec Joyce et avec Gide. Alors, ça se discute, mais si on pense au Gide des faux-monnayeurs, ça se comprend. C'est vrai. Voilà. Pour le reste, après, on peut discuter. Ça, c'est la première chose. Et lui-même, dans Les Testaments trahis et dans Une rencontre, est heureux d'avoir pour contemporain Patrick Chamoiseau, oui, qui incarne le monde créole, et Carlos Fuentes, qui est latino-américain. Édouard Glissant aussi. Édouard Glissant, mais oui, j'ai moins de références avec Édouard Glissant, mais bon. Mais je l'ai vu aussi cité. Mais, sans doute. Oui. Donc, pour lui, le contexte du roman est devenu mondial. Évidemment, Salman Rushdie, et je crois même qu'il disait que l'avenir du roman, ou la vitalité du roman, allait se manifester sous le 35e parallèle, qui doit être à peu près l'Asie et l'Afrique. Oui. Et donc, il était intéressé par cette dimension du roman. Tout à l'heure, vous disiez qu'il avait une certaine méfiance à l'égard de la jeunesse, ça ne se discute pas. Et il se définit lui-même comme plutôt pessimiste. Oui. Mais, et ça se remarque même de manière très flagrante quand il parle de musique. Il est très, très, très agressif à l'égard du rock. Il déteste, il n'aime pas le rock, il n'aime pas la guitare. Et voilà. Mais il a une forme d'optimisme à l'égard du roman, de la vitalité du roman, parce que ce qui s'est échafaudé à partir, grosso modo, de Cervantes, mais qui se manifeste chez Fuentes ou chez d'autres, et témoigne d'une vitalité qui le rendait relativement optimiste. Alors après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'autobiographie ou de la transformation de l'autobiographie qui le rendait plus que pessimiste. Là, c'est une autre histoire. Ça, c'est autre chose. Mais donc, alors, la postérité est souvent chienne, mais on peut se poser la question. Donc, que restera-t-il de Kundera? Est-ce qu'il va, on ne peut que le souhaiter, mais est-ce qu'il va rester puissamment ancré justement dans l'histoire du roman? Dans l'histoire du roman, c'est incontestable. Maintenant, comme je suis un petit peu pessimiste, oui, vous aussi. Hélas, j'ai des origines centro-européennes, donc l'histoire a beaucoup pesé sur... Il y a un proverbe russe, si je ne m'abuse, qui dit qu'un pessimiste n'est jamais qu'un optimiste bien informé. C'est vrai. Alors, ce qui me rend un tout petit peu pessimiste, c'est que ce qu'il appelle, sauf erreur de ma part, la story, a tendance à l'emporter sur tout. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple qui sans doute l'aurait horrifié et qui moi aussi m'énerve. Vous ne pouvez plus entendre quelqu'un parler à la télévision ou ailleurs sans dire « Ah ben, je sais pas, on parle du président de la République, Monsieur Macron, il semble que votre maman... soit un petit peu malade, votre papa, votre maman. » Et donc, on est entré, pour reprendre un terme de Gombrowicz, dans une forme de cuculisation. Absolument, je pensais à Gombrowicz, justement. Voilà, et ça, c'était quelque chose qui l'effrayait. L'infantilisation généralisée, voilà. Avec des termes comme maman, papa, voilà. Alors, qui sont purement puérils. Enfin. Voilà, et c'est un peu le sentiment que j'éprouve, c'est-à-dire que, bon, je lis beaucoup de romans, j'en lis d'excellents, j'en lis de très très beaux, il suffit de lire En attendant d'ado pour voir ce que je lis, et je lis par enthousiasme. Donc je suis en général convaincu par les livres que je lis. Après, ça se discute, mais en tout cas, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Mais... grosso modo, je dirais que ça devient de plus en plus compliqué et l'état actuel de la littérature et de la lecture dans les établissements scolaires me rend très, très, très pessimiste. Si je pense parce que j'ai été formateur de professeurs de collège et de lycée, si j'en juge par l'état de la formation et l'état de pas mal de ces jeunes collègues qui peuvent passer un trimestre sur Harry Potter. Ce qui est un peu juste. Bon, donc il faut qu'ils lisent absolument Kundera. C'est le mot d'ordre. Oui, mais ça n'est possible qu'à partir de certaines classes. Ouais. J'ai envie de vous dire, si on recommençait à lire Balzac, si on recommençait, il se trouve que je lis en ce moment Gargantua, où je relis, je ne sais plus, j'ai oublié, je ris dans le métro. Qui est une œuvre majeure, et Kundera le pensait. Et c'est tellement drôle. Bien sûr. Et c'est tellement drôle, et c'est tellement inventif. Il a quasiment inventé la langue française, en tout cas moderne. Enfin, c'est impressionnant. Donc si déjà on s'y remettait, ça irait mieux. Ouais. On pourrait reprendre les étapes. De même Jacques le Fataliste,
Mais si vous voulez, ce qui est aussi, je disais, la cuculisation, le pire, et c'est le pire pour lui, enfin c'est le pire de son testament trahi, c'est la perte de l'humour et de l'ironie. Absolument. C'est-à-dire le deuxième degré. C'est ça qui est pourtant vital. Oui. Merci beaucoup Norbert Charny. Je rappelle le titre de votre dernier livre, paru chez Arléa, Main, fil, ciseaux. Merci infiniment. Merci à vous. Tambour battant, deuxième partie, émission consacrée à Milan Kundera. Kundera, l'homme roman, avec deux invités. Martine Boyer-Weinmann, merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres, avec une thèse abordant les champs multiples de la biographie. Vous avez enseigné d'abord dans le secondaire avant de diriger l'Institut culturel et juif de Mayence en Allemagne, puis d'enseigner à l'Université Lumière Lyon 2. Vous avez publié La relation biographique en 2005 chez Champvallon. Et à propos de Milan Kundera, Désaccord parfait aux presses de l'Université de Stendhal de Grenoble, coécrit avec Marie-Odile Thirouin, où vous analysez la réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera, on va l'évoquer. Et ensuite, en 2009, Lire Milan Kundera chez Armand Collin. Donc ce livre, alors, Guy Scarpetta, on vous connaît comme romancier, essayiste, critique d'art. Vous avez aussi enseigné à l'université de Reims. Vous avez été membre de la direction de la revue Art Press pendant 20 ans, je crois, puis rédacteur en chef de la revue La Règle du jeu. Alors, parmi vos livres, on peut citer La Suite lyrique, paru chez Grasset en 92, prix Louis Barthou de l'Académie française, L'âge d'or du roman, un livre important, justement, où vous parlez chez Grasset en 85, où vous parlez de Kundera. Vous avez un texte tout à fait important sur Kundera dans ce livre. Pour le plaisir, Gallimard en 98, ou encore, dans un genre très différent, Raoul Ruiz, Le magicien. Les Impressions nouvelles, édition 2015, qui a obtenu, il faut le dire, le prix du meilleur livre français sur le cinéma la même année. Vous avez écrit des articles importants sur Milan Kundera et préfacé le livre d'Eva Legrand, Kundera ou la mémoire du désir, paru chez l'Harmattan. Et vous avez aussi participé à un entretien que j'ai regardé, bien évidemment, un film entretien de Jorge Amat sur Kundera, sorti en 2021, qui était tiré d'un colloque, je crois, une participation à un colloque. Je viens d'évoquer, Martine Boyer-Weinmann, ce que vous appelez la réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera. En quoi est-elle paradoxale, cette réception, et pourquoi? Alors, réception paradoxale, parce que Milan Kundera est un écrivain dont la vie et l'œuvre s'est partagée entre deux pays, et que les textes de Kundera que l'on a pu lire en Tchécoslovaquie et ceux que l'on a pu lire et que l'on peut lire en France ont été lus dans des temporalités différentes. Bien sûr. Paradoxal dans la mesure aussi où, aussi bien en Tchécoslovaquie, avant même la Tchéquie actuelle, qu'en France, cette réception est clivée. Elle est clivée, c'est un auteur qui suscite immédiatement des positions assez polémiques. Et je tiens à dire aussi, quand même, que même à l'époque, une époque où Kundera n'était pas forcément en odeur de sainteté en Tchécoslovaquie, il y a eu des lecteurs assez intelligents du côté tchèque qui ont souligné les qualités de son travail, même si à côté de ça, on a surtout retenu évidemment les éreintements et les faux procès. On y reviendra, je pense, avec les faux procès qui lui ont été faits. En France aussi, et on y reviendra aussi, la réception a donné lieu à un certain nombre de malentendus. Alors, on va parler justement dans le livre Désaccord parfait, vous pointez le fait qu'une certaine critique a très mal perçu l'œuvre de Kundera à partir du moment où il décide d'écrire en français. Ça, c'est intéressant et troublant. Les articles assassins, d'ailleurs, sont même parus, sur Le Rideau, par exemple, qui a été publié en 2005, en mettant sur le même pied aussi La lenteur, l'identité et l'ignorance, qui sont parus entre 1995 et 2003.
Et un colloque a même été organisé à Lyon en 2007 pour tenter de comprendre Voilà. cette mutation dans le regard qui était porté sur Kundera. Et à votre sens, ces critiques sont-elles justifiées? Et sinon, quelle en est la raison profonde? Alors, le livre que vous avez mentionné, Désaccord parfait, ce sont les actes du colloque de Lyon, où nous avions choisi avec ma collègue de faire se rencontrer des univers qui ne se rencontrent pas toujours, qui ne se parlent pas toujours, qui n'utilisent pas toujours la même langue. On était aussi passé par des interprètes, pour mettre sur la table les choses, les enjeux, avec une certaine honnêteté. Nous avons espéré. Il y a eu un colloque retour auquel Guy a participé aussi à Brno cette fois-ci, plus mondialisé, on va dire. Voilà. Et cette réception, enfin, pour revenir à votre question sur un des points de la critique française, bon, qui n'a pas été majoritaire quand même sur ce tournant. Le dessèchement présumé de l'écriture. On parlait d'aridité. D'aridité, de dessèchement. Ça a été assez minoritaire, mais ça a existé. Oui. Ça a existé aussi, par exemple, sous la plume de Assouline, de Pierre Assouline, qui depuis a fait d'ailleurs un peu amende honorable. Mais il y a eu le Rideau, particulièrement, le Rideau a été assassiné. Voilà. Le Rideau, effectivement, c'est celui qui a suscité le plus. Moi, je crois qu'on ne comprendrait rien à cette histoire si on ne se demandait pas pourquoi il y a eu ce passage d'une langue à l'autre. Oui, exactement, il faut venir à la source. Il faut revenir quand même à la fin des années 80, où Milan Kundera était interdit dans son pays d'origine. Il faut le rappeler. Donc, il avait commencé à faire son enseignement en français, dont Norbert Czerny était un des participants. Il avait commencé à écrire des essais en français. Il a même fait les quelques rares interventions télévisuelles qu'il a faites étaient en français. Oui. Et en ce qui concerne les romans, il n'avait pas passé le pas. Il les écrivait en tchèque et ils étaient traduits. Et au fur et à mesure que ça avançait, il se rendait compte que la traduction était très fautive. Non. Et on en était arrivé à ce stade totalement absurde où personne n'avait lu le texte original, oui, c'est ça. Sinon un traducteur. C'est quand même terrible. Bon. Et c'était devenu insupportable pour lui. Donc, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu d'abord l'écriture des essais en français. Et puis, après, il y a eu cette période qui a duré 2 ans, peut-être même 2 ans et demi, où il a interrompu son œuvre créatrice pour retraduire en français lui-même les textes qui avaient été traduits auparavant. Et là, avec la mention apparaissant sur chacun de ses livres, le texte français a la même valeur d'authenticité que le texte tchèque. Bon. Ce qui voulait dire, je ne veux plus être dans les départements de langue slave des universités. Je ne veux plus être dans les rayons de littérature slave. Oui, le message était clair. Alors, une fois, je l'ai rendu très malheureux, parce que je lui ai expliqué que 20 ans après, à la FNAC, il était toujours dans les rayons littérature slave. Bon. Voilà. Mais c'était quelque chose d'existentiel. Puis je rajouterais, bon, quand même, c'est pas le premier qui est passé au français en venant d'une autre langue. Je veux dire, bon, Beckett, on pense à Sioran, on pense à Beckett, on pense à Sioran, on pense à Tristan Tzara, on pense à et jusqu'à Semprún, voilà. Donc, je crois que la difficulté de la part des commentateurs, c'est qu'ils avaient une image toute faite de Kundera, et puis que les livres qu'ils commencent à écrire après, très rapides, très incisifs, beaucoup plus improvisés, avec beaucoup moins le souci de la composition, etc., ne ressemblaient pas à ce qu'ils connaissaient. Donc ils ont dit que c'était moins bien. Ils étaient déroutés. D'accord avec cette... Oui, tout à fait. Chaque fois qu'un peintre se lance dans une période qui ne ressemble pas à celle d'avant, on dit c'est dommage, avant c'était mieux. Bon, ça c'est pareil. Tout à fait. Mais c'est vrai que Guy Scarpetta a mis le doigt sur un point central, qui est la question de la langue, de l'usage de la langue, de l'esthétique de la langue, dans un art qui est celui du roman, puisque c'est le territoire électif dans lequel il a décidé de se déployer.
Donc justement, art et roman. Bien sûr. Donc le roman, ce que vous expliquez, Guy Scarpetta, c'est qu'au moment de la crise des avant-gardes, dans les années 70, on sort du nouveau roman, qui ont été un petit peu les Malevich de la littérature, carrément sur fond blanc à un moment, pour simplifier. Mais la tentation existait chez beaucoup de romanciers de revenir en arrière, de se contenter d'un retour au code classique, etc. Alors que Kundera, lui avait des écrits novateurs. Il ouvrait une toute autre voie, dites-vous, considérant que le premier devoir du romancier était d'inventer des formes, mais de plonger aussi un peu comme un... On peut s'arrêter un instant là-dessus. Oui. Très bien. Le premier devoir d'un romancier est d'inventer des formes. Voilà. Ce que beaucoup d'épigones de Kundera ou de gens qui aujourd'hui, alors que son cadavre est à peine refroidi, parlent en son nom, ne veulent pas voir. Le premier devoir d'un romancier, c'est d'inventer des formes. Absolument, c'est bon de le rappeler, oui. Ouais. Oui, et j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec Guy là-dessus, des formes que lui-même n'a cessé de renouveler. Et à plusieurs moments dans sa carrière... Qui a pu dérouter, justement. Voilà, il s'est dit, par exemple pour l'immortalité, à un moment donné, il s'est dit, là, je suis arrivé au bout des formes que j'ai explorées, puisque l'exploration est un autre terme qu'il met fortement en avant. Et puis, c'est avéré que, par un effet aussi un peu parfois du kairos, du hasard, ou des rencontres, puisque autre mot important, les rencontres existentielles avec d'autres écrivains, ou la vie, les choses se sont passées autrement. Mais c'est vrai, c'est d'abord une esthétique. Bien sûr. Et donc, je crois que Florence Neuville dit, que nous allons recevoir tout à l'heure en troisième partie, dit que pour elle, l'immortalité est en quelque sorte l'acmé de la méthode Kundera. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est l'apothéose d'une période. C'est l'apothéose d'une période. Période pas... importante, en tout cas, une période importante. Oui, mais moi, en tant que lecteur, j'avais ressenti qu'il pouvait guère aller plus loin, en effet. C'est ça. C'est ça. En tant que lecteur. Je crois que ça, c'est important aussi. La question du lectorat est importante, en effet. La manière dont nous recevons... Bien sûr, la réception, c'est fondamental. Alors, l'invention des formes, bien sûr, mais le romancier doit plonger aussi un peu à la manière d'un... Alors, c'est un anti-psychologue, Kundera. Il n'aimait pas cette approche. Mais lui, je verrais plutôt comme un entomologiste ou un spéléologue même qui va dans la matière humaine, dans les gouffres abyssaux parfois de la matière de l'humain. Et en fait, il faut utiliser la formule de Bror qui disait « dire ce que seul le roman peut dire ». Donc, ça c'est important. Alors donc, ça c'est un grand... Qu'est-ce que le roman peut dire? C'est un grand débat, parce que Kundera était persuadé que le roman avait une fonction de découverte. Oui. C'est-à-dire que le roman devait être capable d'éclairer des aspects de l'expérience humaine qu'aucun autre système ne pouvait éclairer. Au sens classique, d'ailleurs, le mot invention, c'est découverte. C'est-à-dire qu'un roman dit ce que la psychologie ne dit pas, ce que la politique ne dit pas, ce que le discours de l'histoire ne dit pas, ce que la psychanalyse même ne dit pas. Bon, tous les systèmes d'interprétation ou de représentation qui existent ont une fonction. Le roman en a une spécifique. Bon, ça c'est... Ce que dit Rabelais ne peut pas être dit autrement que par le langage du roman. Voilà, c'est tout. Ce que dit Cervantes ne peut pas être dit autrement que par le langage du roman. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Et pour lui, c'est vrai aujourd'hui. Ce qui fait qu'il avait quelque chose qui était même assez violent dans le rejet de ce qu'il appelait, avec une sorte d'amalgame réjouissant, les biographies romancées, les chroniques romancées, les messages idéologiques romancés, les messages politiques romancés, etc. Bon, c'est évident. Mais c'était un grand rejet, mais qu'il a été souvent amené à nuancer, d'ailleurs. Bien sûr. Si je puis rebondir là-dessus, vous me tendez quelques perches doubles. Oui, la métaphore que Kundera utilise pour aller explorer, pour aller chercher, pour aller découvrir, il y a aussi ce phénomène de dévoilement, c'est la sonde existentielle. Et pour enchaîner sur la question du dégoût un peu du biographique chez Kundera, ça a été aussi quelque chose qui, au départ, paradoxalement aussi, dans la thèse que j'ai pu écrire sur la relation biographique, m'a intéressé la manière dont un certain nombre d'écrivains, comme lui, mais il y en a d'autres, des grands, Liénée Paul, depuis Sainte-Beuve, ont pratiqué cet antibiographisme qui est en fait aussi
qui vient aussi de la part d'un grand lecteur de biographie, et nous le voyons dans les romans de Kundera, parce que il faut en avoir lu quand même un certain nombre pour pouvoir dire ces choses aussi pertinentes, et pour en faire des personnages comme Avenarius et comme d'autres personnages. Oui, comme qui s'intéressait au fils de Staline et à sa mort avant que Kundera n'en parle. Bon, voilà, donc ça c'est passionnant. Ouais. Donc c'est aussi une matrice, malgré tout, de création et d'invention romanesque infinie. Ouais. Et donc là, un livre, évidemment, comme... alors, ça a été quand même le grand succès qui a été adapté au cinéma ensuite, et Kundera d'ailleurs. C'était son drame, ça. Le paradoxe, il détestait drame. Parce que le cinéma pour lui ne pouvait pas exprimer toute la nuance que pouvait exprimer un roman. Ah, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. Et ça va beaucoup plus loin, oui, je sais. Et le cinéma capte des apparences extérieures. C'est ça, tout ce qu'il détestait. Donc. Et le roman, non. Et quand il enseignait, d'ailleurs, il y a des témoignages là-dessus, quand il enseignait le scénario... donc à l'école de Prague, il disait à ses élèves écrivez un scénario qui sera impossible de tourner. Enfin, oui. Je vais vous dire, parce que bon, puisqu'on est rentré dans l'époque des testaments trahis, oui. Je vais trahir un peu quelque chose. Moi, je vais vous faire une confidence 6 mois, parce que je crois qu'il aurait volontiers accepté que ce soit divulgué. Il a eu une dépression nerveuse quand le film est sorti. Oui. Je savais qu'il l'avait mal pris, mais... Et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit c'est la pire chose qui me soit arrivée depuis l'entrée des chars russes à Prague et peut-être cette fois-ci encore pire. Bien, en effet. Oui. Vous pouvez faire la part de l'humour aussi. Dans oui, bien sûr. Mais effectivement, ça n'est pas rien. Et donc... Non, c'était vital. C'était vital. C'était vital pour lui. Alors ce livre, hein, L'insoutenable légèreté de l'être, qui est un titre absolument sublime, on pourra évoquer le génie des titres de Kundera qui ont... C'est à compter, évidemment, dans le succès du livre aussi. Mais il est exemplaire de ce que vous dites, avec sa composition extrêmement musicale, ses variations, ses contrepoints. Il y a une composition très complexe. Et là, certains s'y sont perdus, mais beaucoup s'y sont trouvés ou retrouvés. Hein. Ce livre a eu un succès phénoménal parce que, justement, il était une forme totalement nouvelle du roman. Et c'est ce qu'on évoquait là. Donc, cette forme... ça vient d'où? Quelles sont les inspirations? Quelles sont les aspirations de Kundera dans cette forme? Je crois que c'est un très grand inventeur en matière de composition. Comme un compositeur de la musique. Il refusait le roman qui part d'une situation, qui la développe par une série d'épisodes et qui arrive à une résolution à la fin. Bon, il aimait que les œuvres soient conçues comme des symphonies, avec des parties différentes, avec des tonalités différentes, avec des thèmes et des variations, avec des motifs qui arrivent à la page 20 et qu'on retrouve à la page 150, avec des liens, des ponts entre les différents motifs, entre les différents thèmes. C'est d'une subtilité inouïe. Mais en même temps, L'insoutenable légèreté de l'être, pourquoi ça a eu du succès? Parce que ça disait des choses que personne n'avait jamais dites aussi. Oui, c'est ça. Bien sûr, sur le système communiste. Parce que personne avait montré que le système communiste, c'était le triomphe du kitsch. Alors, on va en parler. On dénonçait les atteintes aux droits de l'homme. Voilà, mais on va y venir. Ouais. Dans la manière dont les personnages le vivent, c'est surtout le kitsch qui est intolérable. Bon, c'est un de ses ennemis. Bon. Et puis les enthousiasmes grégaires, et puis le conformisme de la modernité. Vous évoquez d'ailleurs dans un de vos textes... Il y avait, moi je crois que ça a beaucoup marqué les gens, y compris pas toujours consciemment, cette extraordinaire lucidité sexuelle. Je crois que peu d'écrivains au XXe siècle ont été aussi loin, si j'ose dire, dans la pénétration des arrière-plans de la sexualité. On va l'évoquer justement parce qu'on ne peut pas ne énorme, pas le faire. C'est énorme. Et vous évoquez un moment donc ce conformisme effectivement infantile, celui de la rébellitude, je dirais, hein, où tout le monde se pense rebelle, tout le monde doit être rebellitude de pacotille, dans le monde où tout le monde veut être un pseudo-rebelle, à commencer par les moutons bêlants de l'idéologie. C'est exactement ce qu'il a voulu, non pas dénoncer, je n'aime pas ce mot, mais qu'il a voulu un peu crucifier. Il l'a fait. Oui, non, il s'en moque. Bien sûr. Le grand rire rabelaisien. d'humour, le grand passage sur les intellectuels de gauche qui se retrouvent au Cambodge. Là, là, il est à la limite de la satire. Mais il était quand même le seul à le faire. Enfin, il y avait vraiment une force inouïe de la nouveauté. À propos de... Vous avez dit troupeau bêlant,
mouton bélan, c'est un lapsus de ma part, il y a un lien très fort entre Kundera et Kenzaburo Oe, dont il parle dans Le Rideau, auteur de Troupeau bélan, en 1958, donc dans un horizon quand même assez éloigné de celui de l'Europe centrale, et le traducteur est à la fois de Kundera en japonais et a organisé une rencontre avec Kenzaburo Oe à Paris en 2005. Et Kenzaburo Oe, qui est mort cette année, donc nous avons perdu 2 géants quand même de la littérature la même année, a dit que c'est en lisant Le Rideau et en lisant la lecture que fait Kundera de la suppression d'un mot qui donnait tout son sens en fait à la force du roman, le mot américain qui a été supprimé, que c'était ça qui lui avait fait comprendre rétrospectivement, Kenzaburo Oe, la force du roman. Pourquoi il était devenu romancier à 23 ans. C'est très précis. Kenzaburo Oe a écrit une nouvelle où il y a une mise en scène à la fois d'un racisme et la désignation d'un bouc émissaire. Bon. Mais simplement, c'est un soldat de l'armée d'occupation, c'est-à-dire un soldat américain dans l'après-guerre. Voilà. Et il supprime le mot américain. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient quelque chose d'universel. Voilà. Ce bouc émissaire pourrait être un juif, pourrait être un indien d'Amérique latine, etc. Ce qui compte, c'est le processus, comment le troupeau se forme autour de la désignation du bouc émissaire, etc. Donc, ça va tout à fait dans l'optique de Kundera, qui consiste même quand il insiste sur le contexte des situations, par exemple dans la plaisanterie, l'histoire ne serait pas la même si on n'était pas dans le contexte d'une démocratie populaire des années 50 et 60. Bon. Mais même quand il fait ça, il tient à ce qu'il y ait une vérité humaine des situations qui soit aussi transposable dans d'autres contextes. C'est ce qui fait ça, c'est passionnant. Le caractère universel de son œuvre. Absolument. Et là, oui, dans La plaisanterie, par exemple, ces pages extraordinaires sur les ténèbres de la dépersonnalisation. On est dans une évocation d'un paysage, parce qu'on parle assez rarement des éléments de paysage dans lesquels apparaissent les personnages. Et là, le personnage de Ludwig se décrit comme dans les ténèbres de la dépersonnalisation. Ludwig, qui porte le prénom de son père. Voilà, dans lequel apparaît ensuite l'apparition de Lucie, qui est une trouée magnifique d'amour dans ce roman, quoi. Et ça, seul le roman peut le dire de façon aussi concise, ramassée, quoi. Alors, si je peux, si j'ai 2 minutes, je crois que ce qui est aussi intéressant dans cette fonction de découverte, c'est qu'il utilise un procédé qui avait été condamné par le nouveau roman, notamment, qui est celui du narrateur omniscient. Ah bah oui. C'est-à-dire que le narrateur omniscient, Sartre en a brocardé ça à propos de Mauriac, enfin bon, le nouveau roman dans la foulée, et il reprend ce procédé et il lui donne une autre fonction. Je donne un petit exemple. Il y a dans le livre du Rire et de l'oubli une scène de triolisme. C'est-à-dire que le personnage principal, Karel, a convaincu sa femme, Markéta, et une amie à lui, dont il est l'amant, qui s'appelle Eva, de composer un triangle. Bon. Mais chacun ignore un peu ce que l'autre sait. Oui. Eva, elle peut avoir l'impression qu'elle manipule les choses, mais ce n'est pas certain. La femme de Karel, Markéta, n'est pas au courant qu'Eva est la maîtresse de... Voilà. Et à ce moment-là, grand coup de théâtre, presque un coup de comédie, presque un tour de vaudeville, la mère de Karel rentre dans l'appartement, elle arrive, elle vient s'installer. Bon. Donc leur petite orgie innocente et gentille est complètement foutue en l'air. Bon. Et on a l'impression que là, bon, voilà, un mauvais écrivain se serait arrêté là. Oui. Hein, bon. Et lui, il explore, en pénétrant dans l'intériorité de chacun des 3 personnages, il explore la manière dont
ça ait représenté un obstacle dont l'obstacle va être surmonté et dont ils vont finir malgré tout par réaliser cette orgie. Et c'est extraordinaire parce que Eva a l'impression qu'elle manipule tout alors qu'elle ne manipule rien. Markéta n'est pas au courant Karel, bon. Et puis d'un seul coup, Markéta se rend compte que envers Eva, elle a une attirance qui surgit de manière inopinée. Bon. Karel croit que c'est foutu, il croit qu'il ne vendra plus jamais de la soirée. Et d'un seul coup, sa mère lui rappelle le souvenir d'une amie à elle, d'une ancienne amie, qui l'avait excité quand il était enfant. Et d'un seul coup, il superpose à Eva le visage de ce souvenir érotique de son enfance. Et d'un seul coup, voilà. Et la femme de Karel, Markéta, elle arrive à un moment à dissocier le visage de Karel de son corps. Par une espèce d'effort mental, c'est-à-dire qu'il cesse d'être son mari, dont elle est jalouse, pour devenir une espèce d'étalon anonyme. Bon. Et donc, l'orgie peut avoir lieu. Mais l'orgie n'aurait jamais pu avoir lieu si on n'avait pas pénétré dans l'intériorité de chacun des personnages. Et puis, en même temps, ce que le lecteur se dit à la fin, c'est que si on savait ce qui se passe dans la tête de nos partenaires, la sexualité disparaîtrait très vite. Absolument. La place des sens de la sexualité chez Kundera, donc un mot dans son œuvre. L'érotisme. La manière qu'il a de l'appréhender. Et la sexualité, oui. Et le sentiment, et l'affect, et l'émotion, c'est partout, avec des tonalités, des intensités, des nuances absolument infinies. Évidemment, dans l'insoutenable légèreté de l'être, les choses sont peut-être poussées au paroxysme avec ce dialogue, ce discord entre l'âme et le corps, avec l'amant lyrique et l'amant donjuanesque. Enfin, la question du Don Juan est présente des risibles amours et omniprésente. Mais avec, je pense que Guy Scarpetta sera d'accord avec cela, avec une infinité de nuances. On a, dans le Risibles amours, déjà, il est question de la fin du donjuanisme conquérant. Il y a des personnages de séducteurs un peu récurrents, dont un personnage anonyme, qui est le quadragénaire, mais qui apparaît aussi dans l'immortalité et qui est l'homme mûr, on va dire, celui qui est expérimenté. Et puis, il y a aussi l'érotisme au féminin, qui vient d'en parler, ou enfin, et dans l'insoutenable, il y a la belle figure de Sabina, celle de Teresa, et aussi une relation au-delà, ou avec l'érotisme de tendresse, d'élan, dans l'amour, contrairement à ce que disent beaucoup de gens et de plus en plus, c'est le procès qu'on lui a fait, Nancy Houston et tant d'autres, en misogynie. On en parlera peut-être. Voilà, il y a néanmoins une attention. Je ne sais pas que les hommes soient toujours mieux traités que les femmes dans ces romans. Tout le monde en prend pour son grade, si l'on peut dire. Voilà, mais l'érotisme flamboyant, séducteur, se pose des questions sur lui-même, se convertit. Il ne va pas de soi. Il ne va pas de soi. Il ne va pas de soi, oui. Alors, on peut terminer. On n'est plus à l'époque de Vivant de nom. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois que le pôle d'érotisme réussi, c'est Point de lendemain de Vivant de nom, tel que c'est résumé dans La lenteur. Mais c'est introuvable aujourd'hui. L'équivalent est rigoureusement introuvable aujourd'hui. C'est vrai. On peut peut-être, pour terminer, parce que le temps passe malheureusement, le kitsch alors. Vous évoquez tous les deux le regard acéré que Kundera porte sur l'illusion lyrique, le kitsch qui en est le sceau. Et dans L'insoutenable légèreté de l'être, il écrit « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde, au sens littéral comme au sens figuré. Le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable. » C'est-à-dire qu'on évacue le tragique de toute existence, c'est ça ? Oui, c'est aussi le mensonge embellissant. Le mensonge embellissant. Donc il y a kitsch totalitaire, mais il y a aussi un kitsch publicitaire, par exemple.
Et ce qui est frappant à ce propos, c'est que beaucoup de choses dont il a conscience dans le contexte d'un pays communiste, il les retrouve en Occident. Hein, le kitsch. Aujourd'hui, le kitsch est publicitaire. Le kitsch, il est dans les séries télé aujourd'hui, le kitsch. Bon, l'instinct grégaire. Bon, la tendance au procès, l'apologie de la délation, la tendance au procès, c'est-à-dire que le verdict a lieu avant même que le procès ait lieu, bon, etc. On retrouve ça chez nous, on retrouve ça ici, et il le retrouve ici. Bien sûr. Hein? Très bien. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là, et en vous remerciant infiniment, donc Martine Boyer-Weinmann et Guy Scarpetta, merci beaucoup. Merci. Kundera, l'homme roman, troisième partie. J'ai la joie d'accueillir Florence Noisville. Donc, Florence Noisville, vous êtes écrivaine, critique littéraire. Vous avez été chef adjointe du Monde des Livres. Vous y êtes aujourd'hui responsable de la littérature étrangère. Et c'est dans ce cadre que vous avez rencontré Milan Kundera. On va expliquer un peu comment, parce qu'il n'était pas facile à rencontrer. Sujet d'un entretien, comme vous l'avez fait aussi avec Toni Morrison, Kertész, Don DeLillo, Marias Vargas Llosa, etc. Donc, pas n'importe qui. Vous êtes l'auteur de romans, d'essais, de biographies. On peut citer J'ai fait HEC, que je m'en excuse, paru chez Stock en 2009. Après, 6 femmes pour un monde différent, chez Stock, coécrit avec votre fille, Juliette Hirsch. L'illusion délirante d'être aimé, chez Stock aussi, un roman qui vous a valu le prix Gabriel Destré, ou Détré, comme diraient les puristes. Et puis, votre nouveau livre est paru au printemps dernier chez Gallimard, intitulé Milan Kundera, écrire, quelle drôle d'idée, que nous avons ici. Un livre d'une très grande richesse, c'est un portrait étonnant, intimiste, hein, presque pourrait-on dire, un album de famille même, il y a des photos dedans, il y a des choses tout à fait étonnantes, on n'imaginait même pas pouvoir pénétrer aussi loin dans l'univers de Kundera, et merci pour ça. Alors, dans La vie est ailleurs, la référence à Rimbaud, la vraie vie est absente, hein, roman prémonitoire, le personnage principal, Jaromil, connaît le succès du poète officiel, qui est amené, chantre du réalisme socialiste et du lyrisme, évidemment, que détestait Kundera, qui est amené à prendre la parole sur tout et son envers, à être exposé médiatiquement. Et cette exposition médiatique, c'est ce que vivra plus tard, justement, Kundera, avec le succès immense de L'insoutenable légèreté de l'être, paru en 1984, adapté au cinéma, on l'a dit précédemment. Et donc, quand et comment s'est produit votre rencontre avec Kundera, sachant qu'il avait fait le choix déjà d'être largement insonorisé et médiatisé, et qu'il appelait les journalistes les chiens renifleurs. Alors moi, je ne sais pas si en tout cas, j'ai... Alors Benoît Dutertre, je crois que je connais, non? Vous connaissez la réponse, en fait. Non, mais je crois que c'est par lui, c'est ça? Alors, j'étais, pour reprendre les choses à l'origine, j'étais exactement à votre place et j'animais une petite émission littéraire, tout à fait sans prétention, tout en étant à côté, vous l'avez dit, journaliste au Monde. Et un jour, je me suis dit, tiens, ce serait quand même formidable si je pouvais inviter Milan Kundera. C'était probablement, dans mon jeune temps, une manière de me faire mousser aussi. Et surtout, je me disais, et c'était très prétentieux, parce que je me disais, certes, il a fait vœu de silence, mais peut-être qu'on ne perd rien à essayer. Vous voyez comme c'était présomptueux. Et alors là, effectivement, je venais de recevoir Benoît Dutertre, et nous avons parlé de lui. Et à mon grand étonnement, il a bien voulu me voir. Et puis il m'a dit sans ménagement, comme il savait faire. Alors, la télé, même pas en rêve, pas question. En revanche, le monde des livres, ça peut m'intéresser. Et de fil en aiguille, il m'a donné quelques papiers inédits, dont un très beau sur le rire, qui a été repris après dans une rencontre, que nous avons publié dans le monde des livres.
Et puis de fil en aiguille aussi, nous avons sympathisé. Il a arrêté d'écrire parce qu'il était passé à autre chose, enfin d'écrire pour le monde. Mais nous n'avons pas arrêté de prendre des vodkas ensemble au Lutetia. Voilà, vous avez eu un vrai dialogue. Donc on a eu un vrai dialogue. Au Lutetia parce qu'il habitait pas très loin. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, ce vrai dialogue est devenu une amitié, et une amitié de couple. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait Martin, mon mari et moi, et puis de l'autre, Milan et Vera qui... Donc, le garçon de Jablonec, c'est ça. C'est ça, voilà. On ne dira pas son nom peut-être, mais je ne sais pas. Mais, en tout cas, Martin. En tout cas, nous avons... Vera Kundera et Milan. C'est ça, nous avons sympathisé. Et dans, ce qui était important dans cette amitié, parce que nous nous voyions aussi au Touquet, en quasi voisins, etc. Et ce qui était donc important, c'était qu'il ne voyait pas, enfin je crois, ne voyait pas en moi une journaliste. Voilà. Encore moins une journaliste qui voulait chercher, découvrir, savoir, tirer des fils. Il n'a pas vu l'ennemi en vous. Il y avait zéro enjeu, quoi. Oui. Et pour moi aussi, parce que j'avais le plus grand respect, et je l'ai toujours, Dieu sait, pour quelqu'un qui fait vœu de silence. Et donc vous avez pu entrer dans cette intimité avec cette relation de couple aussi. C'est ça. Et donc, ça s'est fait très naturellement, très, très spontanément. Encore une fois, il n'y avait pas d'enjeu. Et ça, je crois, créé chez lui une sorte de grande liberté. Qui fait qu'on pouvait parler... Qui se sent dans le livre, parce que moi j'ai découvert des tas de choses. Vraiment, c'est une mine, hein, absolument. On parlait on pouvait parler de tout et de rien. Oui. Comme ça, en passant du coq à l'âne. Il y a des jaillissements, il y a des choses comme ça. Et du coup, alors que je n'avais pas en tête de faire un livre sur Milan, et surtout pas un livre, surtout pas une biographie. Oui, voilà. Surtout pas. Il n'était pas question de trahir. Ça, vous le précisez dès le début, effectivement, ce n'était pas du tout votre intention. A surgi peu à peu, mais longtemps après, une sorte d'idée de forme, parce qu'on parlait de forme et d'invention de forme tout à l'heure, qui est celle d'un manteau d'arlequin, où je couds ensemble avec des fragments, petits fragments, qui sont d'ailleurs très proches, qui sont très kundériens. Voilà, c'est ça, bien sûr, c'est ça. L'art du fragment. Voilà. Alors, vous avez pu pénétrer dans cette intimité, et c'est là où il convient de parler de Vera. Parce que Vera, elle a évidemment donc, la deuxième épouse. Ils ont vécu, je crois, 56 ans. Oui, la première a été très... Voilà. C'était un épisode très bref. Ouais. Et donc là, 56 ans, vous les appelez d'ailleurs Philémon et Baucis. Oui. En référence à la mythologie grecque. Donc, oui, en référence aussi à une nature qu'ils aimaient beaucoup. Ouais. Et ils étaient en effet... Ce chêne et ce tilleul c'est ça, dont les branches se mêleront... convertis par un dieu grec en deux arbres, puisque leur vœu le plus cher, c'était de terminer ensemble, et qui, effectivement, se penchent légèrement l'un vers l'autre, et les arbres, les branches telles des bras, se fondent et se confondent. Et vraiment, je les ai toujours vus comme ça. Ouais. Oui, et donc, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il a été... jusqu'à la toute fin. Il a été victime de ce qu'il redoutait tant, et qu'il avait vu chez son père, je crois, une perte de mémoire, etc. Et donc... Et toujours sa main dans celle de Vera. Et donc, quelle est l'importance qu'a pu avoir justement Vera, à la fois dans sa vie, mais aussi dans son œuvre? Elle, à la fois omniprésente et très discrète. À la fois omniprésente et très discrète, à la fois là pour taper les textes, par exemple, avec des beaux souvenirs à Belle-Île, où il lui dicte, sans aucune note, et où elle tape, et ils sont avec leur verre de vin, et voilà, c'est vraiment très beau. Il y a aussi un moment où elle prend en charge l'aspect des droits étrangers, parce qu'elle est très bonne en langue, évidemment. Et donc elle est là sans être là, en étant effectivement omniprésente, et je crois avec une espèce de charisme, de forme de caractère, de force. Chez cette dame pourtant si frêle d'apparence, qui moi me fait penser à un personnage de La Fête de l'insignifiance. Voilà, c'est quelqu'un quelqu'un qu'on ne peut pas faire vaciller. Oui, qui a une force terrible. Et c'est elle peut-être qui aurait dû être le chêne. Elle est merveilleuse et redoutable. C'est elle le chêne, en fait, en quelque sorte. Oui. Et donc, alors, vous racontez que Kundera avait la manie de déchirer les livres une fois lus.
C'était à la fin de sa vie Alors, oui, c'était à la fin de sa vie et c'était pas une manie, mais je raconte ça uniquement parce que... c'est intéressant comme... Oui, d'abord, il y a qu'un livre qui a survécu, c'est L'homme révolté de Camus. C'est ça. Alors, on ne sait pas, on ne le saura jamais, mais déchirer les livres, pour moi, c'était un peu symbolique de ce thème qu'il a développé tout au long de son œuvre sur l'oubli. Oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Écrire, quelle drôle d'idée ». Ça participe complètement de la même inspiration. C'est que écrire, c'était pour lui une drôle d'idée à un moment où il était à un carrefour de sa vie. Et on l'a dit, mais on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Il aurait pu devenir pianiste, comme son père. Oui, parce qu'il était d'un excellent niveau. Je crois que c'est Alfred Brendel qui avait dit qu'il était extrêmement doué. Brendel m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un qui, en musicologie, puisse tenir ce discours aussi pointu et compétent. Donc, il aurait vraiment pu être pianiste. Et finalement, il choisit les mots. Il choisit les mots à un moment où, dans une dictature communiste, les mots, à la fois, ont perdu de leur substance parce que la propagande est partout, mais aussi où les mots peuvent vous envoyer en prison. Bien sûr. Bien vu que... On l'a vu avec la plaisanterie. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Ou en relégation, ou tout en bas de l'échelle sociale. Enfin, voilà. Donc, il prend ce risque. Et puis, à la toute fin, un jour où j'étais chez eux et où je préparais un voyage en République tchèque, je voulais absolument aller sur leurs traces de façon très, très précise. Et donc, je notais le moindre détail et je note le mot oplatki, qui est le nom d'un gâteau tchèque que Milan et Vera aimaient particulièrement. Et il me voit avec mon stylo et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, je suis un peu prise de court. Je lui dis bah, « Tu vois, Milan, j'écris. » Et là, un grand silence se passe. Et il me regarde dans les yeux et il me dit « Écrire. Quelle drôle d'idée. » Ah oui, donc le titre était c'est ça, c'est ça. Donc ça vient de lui, vraiment. Ah vraiment, oui, bien sûr. Oui, absolument. Bah oui, tout ce que je cite, il y a quand même une forme de rigueur et de respect. Bien sûr. Et donc, en parlant justement de la sémantique et des mots tchèques, est-ce qu'on peut parler de nostalgie chez Kundera, au sens que les Allemands avaient avec la Sehnsucht, par exemple? Et eux, ils évoquaient, alors vous le dites, un mot tchèque qui résonne fortement pour Vera, par exemple. Utulny, c'est ça, Utulny. Et aucun mot français ne correspond. Donc, qu'est-ce que c'est Utulny alors? Oui, je me demande si c'est pas... chaque langue a un mot qui ne... D'ailleurs, Sehnsucht, c'est pareil. Sehnsucht, c'est pas traduisible. Saudade, ça l'est peu aussi. Enfin, voilà. C'est vrai. Et je pense que... Utulny ou Litost peut-être d'ailleurs. Mais enfin c'est différent, ce sont deux notions différentes. Utulny c'est, d'après ce que Vera m'a expliqué, parce que moi je ne parle pas tchèque, c'est quelque chose de cosy où on peut se recroqueviller, comme un cocon initial peut-être. Ou un utérus, voilà c'est ça. Et à la fin de sa vie, Milan rêvait beaucoup d'un retour à Brno comme le lieu où l'on pouvait... si ce n'est se recroqueviller, en tout cas se retrouver dans une certaine forme qu'il n'a jamais fait, ce qu'il n'a jamais... Mais ça, on le sait assez peu, d'ailleurs. Il avait ce tropisme, ce besoin de... D'accord. Et donc, il y a... on sait qu'il fut apatride à un moment. C'était ses derniers mots, c'était Maminka et Brno. D'accord. Ah oui, donc effectivement, ça en dit beaucoup. Et il a été apatride à un moment, donc avant de recouvrer une nationalité avec la langue française, avec la langue, justement, le lapsus est révélateur, puisqu'en fait, n'a-t-il pas été apatride dans l'esprit plus que dans la lettre finalement, et ne pensait-il pas comme Sioran qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue? Lui, ça a été vraiment l'incarnation. On a habité deux, mais... Oui. Donc il là, en était l'occurrence, il est passé d'une langue à une autre. Extraordinairement universel. Et il a habité tellement la langue. Il disait d'ailleurs que son amour
pour la langue française, ça lui faisait penser à un flirt avec Greta Garbo. C'était très intimidant, vous le citez là. Oui, oui, elle lui dit quoi, vous un petit puceau comme vous, mais oui, mais j'aimerais tellement, etc. Et puis on évoquait tout à l'heure un possible clivage entre les deux périodes, la tchèque et la française. Moi, je n'y crois pas du tout. Ah oui. Et je pense qu'il y a une continuité de thèmes, notamment. Oui. Simplement, on va vers une plus grande épure. On va vers des choses plus ramassées, dont l'apothéose est en quelque sorte la fête de l'insignifiance, qui pour moi est un grand livre, qui reprend... 2014, hein. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Mais pour revenir, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, on parlait de musique. Oui. Et c'était ça aussi qui, avec Milan Kundera, je le raconte beaucoup, était absolument merveilleux et fascinant, c'est que tous les arts pouvaient se télescoper dans son discours, un petit peu d'ailleurs comme dans l'art du roman. C'est comme ça qu'au départ, j'étais tombée amoureuse de lui quand j'étudiais l'art du roman en prépa. Et pour parler de lui et de son œuvre, vous dites d'ailleurs, vous parlez de fête de l'intelligence. Et qui dit bien d'ailleurs cet humaniste, enfin, quelqu'un qui est pétri des humanités telles que on les connaissait naguère et qui aujourd'hui malheureusement c'est en train de revenir. En tout cas, et ça se ressent dans l'art du roman, c'est cette manière de mettre en résonance, de tirer des fils entre la peinture, la musique, le dessin, l'architecture et la littérature, ce qu'il aimait faire profondément et ce qu'il faisait avec une limpidité. Alors on en sortait. Parce qu'il en avait la capacité, c'est ça. Il avait une culture humaniste très large. C'est vraiment un discours et une œuvre qui vous grandissent parce que tout à coup vous voyez les choses en surplomb avec une profondeur de champ que vous n'avez jamais. Le mot est très, très beau et juste, une profondeur de champ, effectivement. Et tout ça, et là ça encore sujet d'admiration intense, tout ça avec beaucoup de simplicité. Ça paraît limpide et vous en sortez, vous vous dites « Ah mais on est plus intelligent, ça nous grandit quoi ». C'est ça. Et donc vous évoquez hein, les auteurs de sa pléiade personnelle, de son panthéon, donc écrivez-vous, ont 4 traits communs. Ils édifient leur œuvre dans un univers en pleine déréliction. Ils ne s'en laissent compter sur rien. La dérision est leur arme. Ils veulent être résolument modernes. Mais oui, mais alors ça pourrait laisser penser que le livre est une sorte d'analyse savante de son... Non, simplement, c'est saupoudré. Ça n'a vraiment rien de savant. Oui. Je voulais vraiment faire un livre de proximité et un livre d'admiration. Comme disait Gombrowicz, qu'il admirait énormément, plus c'est savant, plus c'est bête. Donc, je ne sais pas si plus c'est savant, plus c'est bête. Ça, c'est Gombrowicz, évidemment, avec l'ironie qui s'y est. En tout cas, cette proximité et cette liberté-là, je voulais... Cette fraîcheur, même. Moi, je ne l'ai pas vu comme savant, je l'ai vu comme, au contraire, particulièrement intéressant parce que vous pointiez des éléments qui sont constitutifs de son œuvre. Oui, oui, tout à fait, mais il y en a tellement d'autres. On pourrait aussi parler de l'humour, par exemple. Bien sûr. Alors, vous dites d'ailleurs, son travail aussi entre nuances, polysémie, ambiguïté, complexité, perplexité et évidemment humour permanent qui est là, toujours. Humour, ironie, on en a beaucoup parlé. Ouais. Mais vous voyez, par exemple, dans le livre, il m'envoyait des dessins. Il nous envoyait des dessins. Alors, le dernier s'appelle « Pour Martin et Florence, au revoir ». Et je peux vous avouer que quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai eu une grosse émotion. Eh bien, les dessins, c'est ça. Enfin, c'est celui qui est en couverture. Ouais. Et je trouve qu'ils disent beaucoup. D'une part, parce que c'était important pour lui, le dessin. Ce n'était pas juste un petit truc à part. Ouais. D'autre part, parce qu'ils sont empreints d'une grande influence du surréalisme. Et ça, j'ai découvert à quel point le surréalisme était présent, notamment en Moravie, à l'époque où il y vivait. Mais aussi parce que, pour moi, c'est pas seulement de l'humour. C'est un peu la métaphore de l'écrivain. C'est quelqu'un qui s'arrache un œil pour voir tout, puisqu'il n'est plus dans son orbite, donc il voit à 360 degrés, et il voit de biais comme ça, d'une façon un peu oblique. Ni vous ni moi, il voit des choses que ni vous ni moi ne pouvons voir. Oui, c'est beaucoup plus fort qu'effectivement que la première lecture qu'on pourra en avoir, bien sûr. Voilà, donc ça, je trouvais que c'est... Voilà. Donc il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup aussi de photos, et quand vous disiez tout à l'heure, c'est comme un album de famille. Exactement, et c'est ça qui est tout à fait étonnant quand on le lit, et réjouissant.
C'est qu'on a l'impression de pénétrer vraiment un univers qui est pourtant mystérieux, secret, à bien des égards. C'est ça, donc beaucoup de photos qu'on n'a jamais vues en fait, et qui nous renvoient par exemple une photo de Mylène Évera en maillot de bain sur la plage du Diamant en Martinique, mais hop, qui est le prétexte pour parler de Césaire, pour parler d'un peintre martiniquais qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Ernest Breller. Le tout enchaîne sur Bacon, le peintre, puis enfin voilà. Donc c'est vraiment cette espèce de foisonnement, de jaillissement, mais encore une fois, sans la moindre... Il y avait beaucoup de générosité chez cet homme. On a parlé de pudeur, de discrétion. Il y avait beaucoup de générosité dans le sens où, avec des jeunes gens, par exemple, ou des jeunes gens qui écrivaient leur premier livre, ou des gens qui ne représentaient rien dans la sphère sociale, il était extrêmement ouvert, curieux. Oui, j'ai des amis qui en ont témoigné. Moi, je ne l'ai croisé que 2 fois à peu près, mais en présence de Benoît Dutertre d'ailleurs. Oui. Mais moi, j'ai des amis qui effectivement ont témoigné de ça, de la manière qu'il avait, comme grand aîné, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accueillir des jeunes auteurs qui pourtant voilà, ne représentaient pas grand-chose pour lui. À condition qu'ils ne se poussent pas trop du col. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et ça, il sentait que c'était vrai. Voilà, et ça c'est tout à son honneur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, alors, on a vaguement évoqué ça, mais l'accusation de sexisme, on se souvient d'un article paru dans le New York Times, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je sais que ça me révolte assez, tellement c'est stupide. Non, mais on peut en dire que sans cesse, les gens essayent de le mettre dans une petite case. Alors, est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Il a toujours dit, je suis ni de droite ni de gauche, je suis romancier. Est-ce qu'il ne l'est pas? Et franchement, c'est ça que je voulais montrer dans ce livre, c'est à quel point tous ces clivages éclataient et volaient en éclats, et à quel point on finissait par en rire. On l'a dit brièvement, mais c'est vrai que certaines femmes en prennent pour leur grade, mais les hommes tout autant, je dirais beaucoup plus, même dans son œuvre. Enfin, bien sûr. Là, au contraire, il y a cette c'est l'humain dans tout ce qu'il a de détestable éventuellement, de formidable à d'autres égards. Enfin, de complexe. Et donc d'anti-politiquement correct, puisque... Alors voilà, alors justement, alors pourquoi n'a-t-il pas eu le Nobel? Oui, alors il y a beaucoup d'hypothèses, on ne le saura jamais, parce que les archives, enfin jamais jusqu'à dans 40 ans, les archives sont pour l'instant fermées. Mais, parce que c'était quand même la statue du commandeur qui était là, toujours. Philip Roth non plus ne l'a pas eu. Hein. Et les deux partagent cette espèce de amitié entre eux, jubilation pas par hasard. Pour le refus de ce qu'on appelait tout à l'heure le politiquement correct. Et effectivement, donc le prix Nobel, c'est pas devenu le littérairement correct par excellence. Donc... C'est ça. C'est l'une des hypothèses. Et puis l'autre, c'est des gens qui, depuis Prague, lui ont mis beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'on le voyait comme un double traître. D'abord, il était parti. Alors on peut dire... oui, voilà. Et ensuite, il avait changé de langue. Donc, ne serait-ce que ça, ces 2 points-là, ça fait de grosses... C'était impardonnable pour certains. Alors, il y a eu cette histoire, juste un mot, mais la délation de jeunesse avec le démenti formel qui a toujours été le sien, hein, avec ce qu'on a appelé l'affaire Miroslav Dvoracek. Hein. Ça l'a complètement, je me souviens très bien. Ça l'a démoli. Ça l'a démoli. Démoli. C'était l'un des derniers jalons de cette campagne de dénigrement dont je il le disait à un moment, tout le monde se ruait en expédition punitive dans le passé pour pourchasser les coupables, écrit-il. C'est l'ignorance. Hein. Mais qui étaient les coupables? Tout le monde pourchassait les coupables et tout le monde était pourchassé. Il était complètement désillusionné à la suite de cette histoire. Oui, ça rejoint d'ailleurs les journalistes renifleurs, l'espèce d'appétit sans limite pour le biographique. Voilà. Donc là c'est la malveillance, mais il peut y avoir aussi la bêtise. Par exemple, je me souviens qu'une fois au Touquet, il avait dit, tu te rends compte, il y a une critique littéraire allemande qui a trouvé que dans un de mes romans, j'avais appelé un de mes personnages Berck. Comme Berck-Plage. Comme Berck-Plage. Alors, en fait, ça lui était venu comme ça, en se disant, bon, bah, comme ça, au moins, il n'y aura eu aucune identification. Ça sera ni Teresa, ni Sabina. On ne pourra pas chercher qui il y a derrière. Et en fait, elle avait trouvé, et elle était très heureuse de ça. Elle avait trouvé que ça disait tout le dégoût
que Milan Kundera pouvait, des goûts existentiels qu'il pouvait avoir pour l'existence. Effrayant, Voilà, effrayant. ça, Oui, effectivement, la bêtise, ouais. comme disait Renan, enfin, il n'y a guère que l'éternité. D'où le silence. Voilà, Oui. le silence pour exprimer à quel point elle peut être puissante. Et donc, il y a... Alors, dans la valse aux adieux, à un moment, ça c'est un aspect... lui et Vera n'ont jamais eu d'enfant. Dans la valse aux adieux, à un moment, Yacoub dit « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne pourrai jamais dire avec totale conviction « L'homme est un être merveilleux et je veux le reproduire ». Et ça me fait penser donc à lui qui était un amoureux quand même de l'esprit des Lumières. Évidemment, on pense à Diderot, etc. Mais je pense à ce philosophe qui était Helvétius et qui parlait de postéromanie, qui est un terme terrible pour dire voilà cette rage qu'a l'être humain de se dupliquer, de se reproduire. Et Kundera, à un certain moment, il le dit d'ailleurs dans un article du Monde en 2007, c'est en relisant 100 ans de solitude qu'une étrange idée me vient. Les protagonistes des grands romans n'ont pas d'enfants, ni Pantagruel, ni Panurge, ni Don Quichotte, non de progéniture, ni Valmont, ni la marquise de Merteuil, etc. La plupart des protagonistes de Stendhal sont sans enfants, de même que beaucoup de héros de Balzac et de Dostoïevski. Donc, et ça, c'est un peu normal, parce que dans la mesure où ils sont des égaux expérimentaux, comme il les appelait, seule l'expérience de laboratoire nous importe au lecteur, pas tellement de savoir s'ils se sont reproduits et si leurs enfants se posent les mêmes questions. C'est une question qu'il a abordée et qu'il a évidemment traitée, là on le voit dans un article et dans certains livres. Donc cette rage effectivement qu'a l'humain de se reproduire, ce qui évidemment est plutôt une saine chose d'un côté et de l'autre toujours un peu problématique. Et je crois qu'il y avait deux rages en fait. Enfin, peut-être que le mot rage est trop fort, mais il souriait de cette ce que vous appelez la postéromanie. La phrase est dans la plaisanterie, rien ne sera pardonné, tout sera oublié. Donc l'oubli et le fait de déchirer les livres, ça veut dire ne me croyez dupe, je ne suis pas dupe. C'est ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure, on n'a jamais parlé de la postérité. Si, un jour, quand il m'a dit « Oh là là, voilà que la Pléiade arrive, tu te rends compte, c'est mon enterrement, etc. » Mais il voyait ça comme un enterrement de première classe. C'est ça. Ouais. Et puis la deuxième... pas rage non plus, mais la deuxième chose qui le faisait sourire, c'était cette espèce de... Il était très agacé par les œuvres qui résument des vies ou par les œuvres qui racontent des histoires. Il disait il n'existe que des scènes, des suites de scènes comme ça juxtaposées, ininterrompues. Cet art du fragment. Hérité des Lumières d'ailleurs. Pas de début, pas de fin, hérité des Lumières, sans linéarité. Et c'était ça, en cela que c'était intéressant, je trouve, c'est qu'il disait que nous, on avait une compulsion, alors cette fois-ci pas à se reproduire, mais à donner à tout un sens supérieur, comme si ça allait nous soulager, parce que ça racontait quelque chose. À tout transfigurer, ou pire, à tout dissimuler, mais jeter des oripeaux sur n'importe quoi, sur ce qui justement ne mérite même pas d'être noté. Mais et cette absurdité de vie qui n'a pas de sens au sens qui coule dans une direction, pouvait tout à fait être l'une des origines de son désir de non-enfant. Ouais. Et donc sa réception en Tchécoslovaquie, et puis en Tchéquie, en République slovaque, a été assez complexe. La traduction tchèque de son œuvre a mis un certain temps à germer, je crois. Ça a été... Qu'en est-il aujourd'hui maintenant? Les choses se sont... Oui, les choses se sont apaisées. Et donc, vous parliez tout à l'heure de Vera. Elle me guidait quand j'étais au volant de ma petite voiture en République tchèque pour me dire, alors il faut aller là, tu tournes à droite. Vous voyez, c'était vraiment la copilote pour aller au plus près de ce que... Et puis, donc, grâce à ça, j'ai pu rencontrer une femme qui s'appelle Anna Karénine. Alors voilà. Qui est justement la traductrice. Ça l'amusait beaucoup. L'une de ses dernières traductrices. Elle s'appelait réellement Anna Karénine. Elle s'appelle réellement Anna Karénine. Elle est en photo dans le livre. Kundera était follement amusé. Avec des anciens élèves de la FAMU. Que l'on visite ensemble, l'école de cinéma de Prague. Donc il y avait vraiment... C'est très kundérien, c'est l'ironie kundérienne. Anna Karénine qui devient traductrice. Donc c'est quand même incroyable. Après avoir été le chien Karénine. Voilà, oui, le chien, effectivement, du roman. Et c'est aussi
c'est aussi, comment dirais-je, une espèce de célébration du hasard ironique, le hasard, voilà. Alors, de l'espièglerie Est-ce qu'il parle à un moment de complot, du hasard Non, il dit... Ce qui veut dire que le hasard ne serait plus du hasard. La vie est un complot de hasard. Voilà. Oui, mais donc le hasard je n'est pense pas plus qu'il le faille... hasard. Je ne pense pas qu'il faille l'interpréter comme s'il y avait une intelligence supérieure qui tirait les ficelles. Un complot de hasard, c'est plutôt un chaos pour moi. Hein, c'est la manière qu'il avait de regarder l'histoire. Regardez par exemple la fin de la plaisanterie. Il a conçu une espèce de stratégie très belle sur le papier. Ouais. Et hop, tout a volé en éclats. Tout a volé en éclats et ça se termine dans une colique. Oui, le corps, ça pourrait être aussi un thème dont on parle. Ouais. Et il y a une fois, il m'avait raconté que quand mais enfin, c'est une chose connue, hein, qu'il avait à un moment où il était vraiment en disgrâce et on ne pouvait faire aucun métier, il avait sous pseudo, il s'était mis à écrire des horoscopes pour un journal. Je ne sais plus qui m'a dit ça, effectivement. Quelqu'un qui l'avait côtoyé. Oui, c'est tout à fait étonnant. Hein. Donc, c'est tout à fait étonnant, mais c'était pour rire. Ouais. C'était une grande partie de rigolade. Et il les faisait montre d'un tel talent qu'à un moment, la rédactrice en chef vient le voir et lui dit « Je suis embêtée parce qu'il y a une sorte de haut dignitaire du régime qui vous lit tout le temps, mais sous pseudo, il ne sait pas que c'est vous. Ouais. » Et il voudrait se faire faire son thème astral. Alors, vous imaginez à quel point ça les a fait rire tous les deux. Mais pour revenir à ce thème vraiment, pour moi, fondamental du hasard, d'abord, c'est très libérateur quand vous êtes lecteur et quand vous côtoyez quelqu'un comme ça. Bon. Et il résumait ça par un proverbe yiddish qu'il aimait beaucoup, qui était « L'homme pense, Dieu rit ». Très beau, mais je crois qu'on va conclure sur ce très joli mot. Merci Florence Maville, je rappelle votre livre, Milan Kundera, Écrire, quelle drôle d'idée. Et je vous invite tous maintenant à relire Kundera tout simplement, ou à le lire, à la lumière des riches contributions de nos invités, que je remercie, et à lire aussi peut-être ceux qui ont beaucoup compté pour lui, ces grands écrivains que peuvent être Broch, Kafka, Gombrowicz, Musil et quelques autres. Voilà. Un grand merci et à très bientôt avec Tambour Battant.